Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 10 octobre 2017. Alors bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Luc Ignotis qui me dit bonjour, ça va et vous? Eh bien écoutez, moi je vais plutôt très bien, merci à vous Luc. Franck que je salue également, rebonjour à vous François. Bill, bonjour à vous, bien le bonjour. Alors comme vous avez pu le voir, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Lautenschlager, un membre de la BSE tout simplement, qui a indiqué hier que la réduction du QE devrait commencer début 2018. Voilà, donc c'est une information qui est sortie, malgré le compte rendu de la semaine dernière qui indiquait que eh bien la politique monétaire allait rester inchangée, que le quantitative easing pourrait être prolongé en cas de besoin. Bref, on a eu cette annonce qui est venue un petit peu soutenir l'euro hier, l'euro qui a clôturé dans le vert, mais ça ne comment dire, ça ne remet nullement en cause pour le moment la stratégie haussière. Tant qu'il n'y a pas de réelle conviction derrière cette phrase, le marché n'y croira pas réellement. Voilà. Alors, on va commencer par l'avertissement les gars sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc comme je disais, en bref, pour que le marché y croive, eh bien, il faudra que ces propos sortent de la bouche de Mario Draghi. Voilà. Tant qu'ils ne sortiront pas de la bouche de Mario Draghi, il y a peu de chances que le marché price cette annonce. Allemand, peut-être, Luc. Honnêtement, je ne me suis pas renseigné s'il était allemand ou non. Bonjour à vous Bruno, Daniel, bien le bonjour, écoutez bien le bonjour à vous également Daniel. J'espère que vous allez bien. Alors, résumé des séances américaines et asiatiques. Globalement, on a eu une séance rouge hier. On a eu des nouveaux plus hauts qui ont été marqués sur le Dow Jones et le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq, il me semble. Mais on peut voir qu'ils ont clôturé dans le rouge. Euh, à cause d'une inversion pour risque qui est revenue. On a eu un VIX qui est reparti au-dessus de 10, qui n'avait été pas vu depuis maintenant pas mal de séances. Le DXY qui perd du terrain, le T-Note qui reste inchangé. Du côté de la France asiatique, on a le yen qui recule, le gold qui avance et les marchés actions asiatiques qui progressent. Voilà, donc globalement ces données-là nous donnent plutôt un sentiment positif enfin ce matin. Néanmoins, vu ce qui s'est passé à Wall Street, la hausse de la volatilité, je pense qu'on va avoir une nouvelle journée un petit peu tendue sur les indices européens pour les mêmes raisons que je vous ai dites hier. Voilà. Au passage, avant que j'oublie, nous avons mis en ligne les nouveaux guides prévisionnels pour le quatrième trimestre. Voilà, donc pour les télécharger, c'est ici. Vous pouvez télécharger prévision dollars, euros, or, yen, indice, GBP, pétrole et bientôt, dans quelques jours, il va avoir ici le franc suisse au lieu de celui-là parce que voilà, on est en fin 2017, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de mettre ses meilleures opportunités. Donc il y aura un prévision franc suisse. Voilà, donc ils ont été actualisés la semaine dernière, ils sont en ligne depuis hier. Donc voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a des guides de traders pour débutants pour apprendre à trader avec les vagues d'Elliott, Ishimoku. On a eu une étude statistique sur tous les comptes de IG Market, quelles sont les caractéristiques des traders à succès, etc., etc. Bref, je vous invite à regarder la panoplie de guides de trading que nous avons. Et voilà. Alors je reviens, excusez-moi, au calendrier économique. Le calendrier, alors aujourd'hui, enfin cette nuit, nous avons eu la balance commerciale japonaise qui a fortement progressé, ce qui est une bonne chose, étant donné que le Japon dépend essentiellement de ses exportations, ce qui veut dire que si la balance commerciale japonaise a augmenté, soit les importations ont diminué, ou soit les exportations ont augmenté. C'est probablement les exportations qui ont augmenté. Enfin, attention, les exportations n'ont pas augmenté, mais ils font mieux que ce que prévoyait le consensus. Le mois dernier, on était à 566 milliards de yens de balance commerciale, d'excédent commercial, et, euh, et pour ce mois d'août, il y avait 318 milliards de yens. Bref, on a une annonce qui est quand même un chiffre qui ressort dans des meilleures conditions que ce qui était estimé, pardon, ce qui a permis au yen et au Nikkei de progresser ensemble. Enfin, au Nikkei, pardon, de progresser à l'inverse du yen qui a reculé.
Sinon, nous aurons le taux de chômage en Suisse qui sera publié et qui est attendu en baisse, comme on peut le constater, à 3%. Enfin, la balance commerciale allemande à 8 heures, donc normalement, bah, elle a été publiée, voilà. Taux de chômage, donc 3%, donc c'est parfait. Taux de chômage, excusez-moi, qui est ressorti inchangé à 3%, la balance commerciale qui est à 20 milliards, donc la balance commerciale allemande malgré un euro qui est fort, donc ça c'est assez impressionnant quand même. Les analystes, les analystes institutionnels ne s'attendaient pas à une hausse de cette balance commerciale, de cette production industrielle allemande qui depuis une semaine, depuis la semaine dernière, les chiffres industriels allemands progressent fortement. Malgré l'euro qui a augmenté, comme je vous rappelle, depuis le début de l'année de 15% face au dollar. Cet été, depuis mai, il a augmenté de 7%. Bref, la machine allemande est en route et la balance commerciale continue de progresser malgré un euro qui est fort. À 10h30, nous aurons les chiffres britanniques avec la production industrielle, production de la construction, balance commerciale hors UE, voilà, etc., etc. Donc on aura les chiffres du commerce qui tomberont à 10h30. Est-ce que le commerce aura été affecté ou non? C'est la question à laquelle nous trouverons réponse dans un peu plus d'une heure. Et enfin, 14h15, nous aurons les chiffres du logement canadien. Voilà. Sinon, pas de statistiques américaines aujourd'hui. FOMC, non-événement de la part de Luc. Alors, USA-Turquie, que se passe-t-il? Tac, tac, tac. Bonjour à vous François. Bonjour Bruno. Un avis sur le Cadien. Bonjour Emmanuel. Alors, FOMC, non-événement. Oui, voilà, on a des discours de la Fed, on a des discours de différents gouverneurs comme ce qu'on a quasiment toutes les semaines. Bon, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être précisées? Il y aura peut-être des opinions favorables ou non à une hausse des taux qui vont être dites. Mais à part cela, non, ça c'est pas quelque chose qui va être extrêmement suivi par le marché. Certes, le marché il jettera un coup d'œil, mais ça va pas être l'annonce de la journée. Voilà, c'est que des statistiques macroéconomiques pour la journée. Au passage, aujourd'hui, nous avons une réunion entre le FMI et la Banque mondiale. Donc il devrait y avoir un discours aujourd'hui. Je n'ai pas encore l'heure, mais de toute façon, dès que j'aurai des informations là-dessus, je vous les ferai parvenir via Twitter et via le site DailyFX. l'USA-Turquie, que se passe-t-il? Eh bien, crise diplomatique, pas vraiment, enfin moi je n'ai pas vraiment d'explication là-dessus. Tout ce que je sais, c'est une crise diplomatique, ça fait baisser la livre turque qui se voit affectée, bien évidemment, parce que c'est mauvais signe pour le commerce turc. Et, euh, et voilà, tout simplement. Après, avec précision, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il se passe, tout simplement parce que je ne me suis pas renseigné. Voilà. Et étant donné que ça n'affecte pas énormément le marché et que, pour être honnête avec vous, je m'intéresse pas beaucoup à la livre turque, eh bien, euh, eh bien voilà, je ne pourrais pas vous donner de fortes précisions là-dessus. Donc le CAC 40 retour sur 5003, quelles sont les probabilités alors que le SP n'affiche pas de divergence baissière? Alors Didier, il n'affiche pas de divergence baissière, ça c'est sur du court terme. Je réponds rapidement à cette question. Regardez le S&P, on a quand même en hebdomadaire, ah non en hebdo, on n'a plus de divergence baissière, excusez-moi. Tac, ça continue à monter. Pardon. Il y a 2 semaines, on avait une divergence baissière. Donc oui, retour à 5000. Retour à 5003, pardon. Pourquoi? Eh bien, même si le S&P progresse, on a quand même le CAC d'un point de vue journalier. Si on le regarde, on a eu une résistance de momentum qui a été touchée. Bon, le RSI redescend, ce qui est bénéfique, ce qui va permettre au cours de rebondir. Maintenant, est-ce qu'il va rebondir maintenant ou 60 points plus bas? Moi, j'ai dit 5003, mais si ça rebondit à 5361, eh bien écoutez, ça rebondira à 5361. Maintenant, moi, le prochain support que je constate, ça va être cette moyenne mobile à 20 jours qui coïncide avec les 5003. Voilà. Il se pourrait que le CAC rebondisse à 5362, mais honnêtement, ça ne pourrait être envisageable parce que c'est au milieu de nulle part. Voilà. Donc, euh, moi, ce que j'attends, c'est que le RSI revienne vers 50, ou en tout cas qu'on ait un rebond du RSI. Maintenant que la résistance, eh bien, depuis que le RSI atteint la résistance, eh bien, on peut voir que le momentum s'affaiblit. Donc, on a une respiration, ce qui est sain pour une reprise de la tendance. Sans respiration, on tombe dans un excès, et les excès ne sont jamais bons pour, euh, pour
pour sauvegarder une tendance. Voilà. Souvent quand il y a un excès, eh bien on a des retracements qui sont forts, très très importants. Voilà. Donc voilà, on a une petite divergence baissière qui n'a pas encore été validée, qui est encore loin d'être validée. Je pense que le CAC pourrait soit consolider, soit reculer cette semaine à cause de cette résistance de momentum. Voilà, maintenant je garde un coup d'œil. Si on a une nouvelle impulsion haussière, si on a une jambe de hausse, un chandelier comparable à celui-ci par exemple, si on a un chandelier dans le vert et qu'on dépasse, qu'on clôture au-dessus des précédents plus hauts, ça sera clairement un signal d'achat. Et dans ce cas, les 5003, voilà, ça sera oublié. Je vous rappelle, 5003, c'est pas un prix c'est pas une stratégie baissière que j'avais annoncé la semaine dernière. C'est simplement un niveau de retracement sur lequel ça serait intéressant pour passer à l'achat. Donc voilà, les petits retracements comme ça, personnellement, j'ai du mal à les shorter avec conviction. Tout simplement parce que, bah, comme vous l'avez dit, le S&P est haussier. Le S&P est haussier, donc voilà, les marchés américains sont haussiers, donc c'est compliqué d'aller en contre-tendance de fond, qui est une hausse des actifs risqués, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout au long de l'été, le mois d'octobre, c'est le mois qui affiche l'une des meilleures performances du CAC, avec une probabilité de hausse de 80%, donc voilà, c'est un petit peu, entre guillemets, du suicide d'aller shorter le CAC au mois d'octobre. Voilà, si ça se fait, c'est de façon très court terme. Maintenant, depuis le point haut, c'est 100 points de baisse. 100 points de baisse, c'est quand même près de 1% du CAC 40. Si on regarde, 5004, 5003, voilà, 1,52, excusez-moi. 5300, 2%, pardon. Presque 2%, donc voilà, c'est quand même assez important. Une baisse de 2% à envisager. Sachant que en octobre, le CAC progresse normalement de 2%. Voilà. Donc voilà, un retracement de 2%, de 100 points, ça peut paraître facile, mais c'est quand même 2% pour le moment sur le CAC 40. Donc, pour résumer, moi le CAC 40, je garde mon avis baissier parce que le momentum eh bien, il est en train de respirer. On peut voir que le RSI rentre à la baisse et pour le moment il ne rebondit pas. Donc tant qu'il ne rebondit pas, eh bien voilà, je resterai entre guillemets baissier à court terme. En tout cas, j'envisage que la correction se poursuive. Maintenant, si en fin de semaine ou si la semaine prochaine on est à 5003, que le RSI est à 50, ce sera le moment de passer à l'achat. Voilà. Voilà Didier, donc moi ce que j'envisage actuellement, pour être précis, c'est tout simplement une phase de correction, de petite correction sur le CAC. Voilà. Alors, je vais commencer sur le Forex aujourd'hui. Donc on va regarder le DXY, suivi par les pas majeurs, le DXY qui perd du terrain aujourd'hui, moins 0,19%, le RSI qui va revenir buter, qui va trouver un support à 50, qui va probablement rebondir dessus pour remarquer des plus hauts. Voilà, donc le DXY c'est une journée dans le rouge aujourd'hui, ce qui permet à toutes les devises majeures de progresser. On regarde l'euro-dollar revient taper les 1,18 ce matin, le RSI revient vers 50, donc concrètement on devrait plutôt avoir une journée haussière sur le dollar aujourd'hui, résistance comme je l'ai dit à 1,18. Le GBP qui a fortement rebondi hier, le GBP qui a fortement rebondi. D'un point de vue technique, cela ça s'explique par ce support de momentum qui est en place depuis le début de l'année, comme on peut constater. Et voilà, à de multiples reprises, ce support a fonctionné. En tout cas, il n'a pas été cassé depuis le début de l'année. Donc voilà, on a un rebond de momentum. Direction la moyenne mobile à 50 jours. Il me semble que c'est une des hypothèses qui avait été signalée hier, c'est-à-dire que s'il y avait un rebond, eh bien ça pourrait avoir lieu jusqu'à cette moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà. Moyenne mobile à 50 jours pour les acheteurs à court terme sur le GBP-USD, c'est cet objectif qu'il faut viser. La USD continue sa tendance baissière, en intraday il rebondit tout simplement parce que le dollar régresse. Voilà. Mais la stratégie reste baissière, ça reste la même, direction 0,77. NZD USD, vous voyez que malgré le repli du dollar en intraday, on a NZD qui est faible. On a 3 doji, ce qui est synonyme
pardon, indécision du marché. Donc, à la rigueur, c'est peut-être parce qu'on tape une résistance. On a actuellement une divergence haussière sur le RSI, ce qui pourrait nous inviter, ce qui pourrait inviter les traders à court terme de viser, disons les 0, alors 0,71. Voilà, ça me semble possible qu'on revienne à 0,71 dans la semaine sur le NZD USD. L'USD4 consolidation, voilà, pas grand chose à dire. L'USD Yen, voilà, le marché a vraiment du mal à passer au-dessus de ces deux obliques comme on peut constater. On a une consolidation qui a lieu depuis 2 semaines, depuis le début du mois. On a eu des beaux chandeliers en intraday qui, comme vous pouvez le voir, sont presque venus atteindre les 113,50. On a eu vraiment un momentum aussi, important en intraday, mais on peut voir que ça n'a jamais conclu à la clôture. Ce qui veut dire qu'en fin de clôture américaine, enfin en fin de séance américaine, on avait un dollar qui était généralement vendu parce que les marchés rebaissaient. Donc aujourd'hui le dollar baisse, donc on peut envisager que ce sera une séance baissière pour le dollar aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'a pas de statistiques majeures. Alors le CAD yen, se reprend légèrement. On a toujours une stratégie haussière jusqu'à 91,64 qui est toujours d'actualité. Alors comme je l'ai dit, certes le timing n'a pas été parfait, mais ça reste d'actualité. Dans le fond, encore une fois, la politique monétaire du Canada est dans un stade de durcissement, de resserrement des taux, or que la BOJ ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout, elle est même dans une politique d'expansion et qui pourrait même être accentuée dans les prochains mois. Voilà, donc c'est possible. Donc d'un point de vue fondamental, c'est haussier sur le CAD. D'un point de vue technique, c'est clairement haussier. On reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de raison de shorter le CAD pour le moment. Il n'y en a pas. D'un point de vue hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, c'est la moyenne mobile à 200 semaines qui fait office de support actuellement. Tout comme l'euro-dollar. Regardez ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, c'est qu'ici on avait une résistance. Vous voyez cette moyenne mobile à 200 semaines. Comme quoi elle est efficace. Résistance ici, support, cassure, résistance, ça repart. Voilà. Donc là on a, comme vous pouvez voir, un rebond sur cette moyenne mobile à 200 semaines. Bref, je reviens sur le CAD yen. Donc le CAD yen, on a cette moyenne mobile qui fait office de support pour le moment. Est-ce qu'elle va tenir? Écoutez, je l'espère pour notre scénario. En tout cas, moi je reste aussi sur le CAD yen direction les sommets à 91,64. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, de semaines, voilà, pour que le CAD reparte à la hausse. Pour le moment, les yeux sont rivés sur le dollar et le marché est en train de pricer la hausse des taux de la Fed. La probabilité, je rappelle, est de 80%. Il me semble la semaine dernière était de 80%. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed en décembre. Cette probabilité va probablement tendre vers 100% d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Une fois qu'elle aura été pricée, le marché cherchera des nouvelles tendances. Ces nouvelles tendances viendront soit de l'euro grâce à la sortie du quantitative easing. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de sortie, enfin si le marché ne estime que la BCE ne va pas euh, durcir sa politique monétaire, alors c'est probablement la politique monétaire de la Banque du Canada qui sera de nouveau pricée. Voilà, comme ce qu'on a connu cet été. Donc en résumé, le CAD, c'est une question de semaines pour qu'il reparte à la hausse selon moi. Et donc le CAD yen, je suis à long terme toujours haussier, direction 91,64, voire même plus haut, direction les 93, etc. Concrètement, le potentiel haussier se fait jusqu'à 93,55. Alors je regarde les questions. Bonjour, pour tracer les divergences sur sur le cours, je pense, on prend les points de clôture ou les points le plus haut. Alors les points de clôture assis. Pourquoi? Alors c'est une excellente question. Pourquoi on prend les prix de clôture? Tout simplement parce que le RSI, il est calculé selon les prix de clôture. Voilà. Donc on ne comparera pas les choux et les carottes. S'il y a un indicateur qui utilise les prix de clôture, eh bien il faut utiliser les prix de clôture. Voilà. Généralement, on voit quand même pas mal de personnes tracer les divergences avec les mèches. Or, bon, c'est techniquement pas bon. Voilà. Après, bon, généralement, je vous l'accorde, hein,
entre tracer une divergence comme celle, alors l'euro-dollar, tac, on va trouver une divergence. Voilà. Là, on a une divergence baissière, comme vous avez pu le constater. Entre tracer une divergence comme celle-ci et comme celle-ci, je vous l'accorde, ça change pas grand-chose. On a des points hauts de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus bas. Certes. Mais c'est techniquement pas bon. Voilà, donc si vous avez un indicateur qui utilise les prix de clôture, le RSI, c'est appliqué à clôture. Si je devais faire au typique, pondéré ou peu importe, eh bien, faudrait changer en adéquation. Voilà. Donc, si généralement, les indicateurs sont via les prix de clôture, comme le stochastique, la MACD, etc. Donc, voilà. Après, parfois, voilà, il nous arrive, il peut m'arriver de tracer les divergences rapidement, sans faire vraiment très attention. Donc, voilà, je peux le tracer comme celle-ci, mais, mais techniquement, il faut utiliser les prix de clôture. Voilà. Alors, François, l'USD Yen, c'est boule. Alors aujourd'hui, ça va plutôt être une journée baissière. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a vu, hein, en sens asiatique, on a eu un yen qui reculait, pardon, et le dollar qui actuellement recule. Donc on devrait avoir plutôt une consolidation aujourd'hui. La consolidation, peut-être un léger momentum haussier, mais rien de très important, à part si le dollar est acheté pour l'instance américaine, ce que je doute pour le moment. Mais oui, dans le fond, l'USD Yen est haussier. Je réitère le scénario de moyen terme, direction 114. 114 et à long terme, pourquoi pas 118. Bonjour au dollar 1,26, toujours en objectif. On peut renforcer sur quel niveau? Oula, 1,26 euro dollar. Ça me semble assez haut quand même pour être honnête avec vous. 1,26. Alors pour cela, on va se mettre en hebdomadaire. 1,26, ça me semble assez quand même assez ambitieux. À terme, on va probablement aller chercher le haut de ce canal. Oui, le haut de ce canal baissier, pardon. Euh, Maintenant, quand? Voilà, c'est un petit peu la question. Si ça se fait comme ça, je vous dirais peut-être cet été, mais bon là c'est de la pure spéculation. Euh, Si ça se fait, c'est parce que on a clairement un durcissement de la politique monétaire, vraiment un durcissement de la politique monétaire de la BCE, et non pas des rumeurs ou de la spéculation. Et de l'autre côté, on aurait des États-Unis qui auraient des statistiques macroéconomiques plutôt remises en cause et une inflation qui retomberait sous les 1,5%. Dans ce cas-là, oui, 1,26 pardon, me semble possible. En attendant, on est encore très loin d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE. Les États-Unis affichent une croissance quand même de 3% sur un rythme annualisé au deuxième trimestre. On a un taux de chômage extrêmement bas. On a une inflation qui frôle les 2%. Donc voilà, d'un point de vue chiffre, en comparant la zone euro et les États-Unis, il n'y a pas, voilà, ça ne fait aucun doute que pour le moment, les États-Unis font bien mieux que la zone euro. Voilà. Maintenant, on a une spéculation, on a une hausse de l'euro-dollar. Pourquoi? Eh bien parce que l'euro-dollar, l'euro, c'était la devise la plus faible face au dollar depuis maintenant plusieurs années. C'est la devise qui avait été le plus shortée. Donc forcément, on a un rattrapage. Mais mais concrètement, 1,26 si ça se fait, c'est parce qu'on aurait des faits. Les faits que je vous ai cités juste avant, ce qui pourrait soutenir l'euro-dollar jusqu'à 1,26. Alors quel niveau serait à acheter pour viser les 1,26? Si je devais acheter l'euro-dollar pour viser 1,26, je le ferais à 1,15. Pas avant. Pas avant parce que j'estime qu'il y a un potentiel baissier tant que l'euro n'a pas touché 1,15. Et pour être précis, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je dirais que la BCE a un intérêt quand même important de garder un euro faible. Donc je ne sais pas si un euro à 1,25, 1,26 conviendrait à la BCE. Ça conviendrait oui à l'Allemagne, mais on peut voir un peu que l'Allemagne perd du leadership depuis la nouvelle élection d'Angela Merkel. Voilà, après est-ce que ça va durer dans le temps ou non, voilà, c'est encore à dire, mais on peut clairement voir que Angela Merkel, l'Allemagne a perdu du leadership et est beaucoup plus ouvert à faire avancer l'Europe. Donc malgré, mis à part l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de pays qui souhaitent un euro fort. Au contraire, un euro faible, c'est bénéfique
étant donné qu'on est quand même un pays avec une balance commerciale positive, 33 milliards d'euros il me semble lors de la dernière publication, ce qui veut dire que la zone euro exporte plus qu'elle n'importe, et donc elle a tout intérêt à garder un euro faible pour ne pas impacter ses exportations, pour ne pas importer cette balance commerciale. Voilà, donc je ne suis pas baissier à long terme sur l'euro dollar, mais j'estime qu'un euro dollar que l'euro dollar va fluctuer entre 1,15, 1,20, peut-être 1,25, mais voilà, ça me semble le maximum. Donc, mais à court terme, je pense que le cours est parti pour venir chez les 1,15. Beaucoup de si. Alors oui, c'est Luc, hein, c'est des interprétations des chiffres macroéconomiques. Malheureusement, malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, personne n'a de boule de cristal entre les mains. Donc, donc voilà. Ah oui, alors 1,16, pardon. Faute de frappe, me dit Philippe. Alors 1,16, quand est-ce qu'il va être atteint? Écoutez, moi je dirais d'ici quelques semaines, encore une fois, tant que la probabilité d'une hausse des taux de la Fed va augmenter, actuellement à 80%, tant qu'elle va augmenter, le dollar prendra le dessus. Voilà, donc on a encore potentiellement un mois de baisse, je dirais, sur l'euro dollar, voire au mieux 2 mois de baisse en tout. Donc 1,16, ça peut être atteint cette semaine, comme ça pourrait être atteint dans un mois. Voilà. Alors, GBP-USD en swing trading nous dit François. Alors GBP-USD, alors là vous me posez une question assez délicate. En swing trading, je vois qu'il y a une moyenne mobile à 20 jours qui fait quand même office de support. On a un RSI à 50, ce qui m'invite à croire que le GBP peut rebondir jusqu'à 1,33. Voilà. À court terme, je dirais que le GBP est direction 1,33. Maintenant, si devais trader la livre sterling, je le ferai face à l'euro. Parce que l'euro, voilà, j'ai plutôt un avis baissier sur l'euro à court terme. Donc je pense que l'euro GBP pourrait s'enfoncer, pourrait revenir à cette moyenne mobile à 50 semaines. Donc vers 0,88. Voilà, donc GBP-USD, concrètement stratégie, plutôt un opinion haussier jusqu'à 1,33 et l'euro GBP jusqu'à 0,80 à la baisse. Alors, tac, tac, tac. Alors, que vois-tu de Bull Today, nous dit François. Alors, bonne question, François, encore une fois. Tac, tac. Bien écoutez, pour être honnête avec vous, ce matin, je n'ai pas de vraie conviction. Je n'ai pas de conviction forte. Voilà. Hier encore, le NZD-USD, voilà. NZD-USD direction 0,70, ça me semble assez logique, avec une forte probabilité. Maintenant, ce matin, à part peut-être une hausse de l'or, grâce à la faiblesse du dollar et à des taux des marchés obligataires inchangés. Voilà, on a rejoint cette moyenne mobile à 20 jours qui avait été annoncée hier. Euh, Là, aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je n'ai pas de scénario, donc je ne préfère pas vous en donner plutôt que vous donner un mauvais scénario. Donc voilà. Draghi contre un euro fort et 1,04. Alors, Luc, vous me dites l'euro dollar à 1,04. Ça me semble peu probable. Revenir à 1,04, ça me semble peu probable. Ça me semble peu probable. Voilà. Parce que oui, bon, euh, la zone euro a tout à garder un euro faible. Maintenant, 1,04, faudrait quand même une nouvelle politique monétaire ultra accommodante. Parce que on peut voir que les 1,04, ils ont été atteints une fois depuis en 10 ans, l'euro dollar. Ils ont été atteints une fois en 10 ans. C'est grâce à la BCE, grâce à ce quantitative easing qui a fait toucher l'euro dollar à 1,05, 1,04. Maintenant, si on vient à 1,04, c'est soit qu'on ait une nouvelle politique monétaire accommodante de la BCE, chose que je ne vois pas pourquoi actuellement, parce qu'on a des statistiques quand même macroéconomiques qui sont bien meilleures qu'avant, ou sinon, c'est-à-dire que la zone euro s'effondre, c'est-à-dire qu'on a des membres comme
par exemple, un exemple, hein, l'Italie, l'Espagne qui sortent de la zone euro. Dans ce cas, ça serait une très mauvaise nouvelle et les investisseurs perderaient confiance en la zone euro et l'euro serait vendu. Voilà, par exemple, ça serait une des possibilités. Mais sans ces scénarios un peu trash, eh bien, il y a peu de chances de revoir un euro-dollar à 1,04, 1,05. Pourquoi pas 1,10, d'accord? Mais 1,05, ça me semble quand même extrêmement bas. Bon, après, je dis ça aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Peut-être que dans un an, ça sera tout l'inverse. Voilà, je serai totalement baissier. Voilà. Donc, difficile de vous le dire avec certitude. On y était fin 2016, oui, mais fin 2016, on n'avait pas du tout les mêmes fondamentaux aux zone euro. On revient en fin 2016, donc il y a un an. Il y a un an, on n'avait pas, on avait une politique monétaire qui était encore extrêmement généreuse. On n'avait pas du tout une perspective d'une fin du quantitative easing. Le marché était loin de pricer une nouvelle hausse, de pricer la fin de la politique monétaire, de la politique monétaire accommodante, pardon, de la BCE. On avait un dollar qui était extrêmement fort. Je vous rappelle, regardez le DXY. Le DXY, euh, DXY en fin d'année dernière, il était à son plus haut depuis les années 2000, le début des années 2000. Voilà, donc on avait des conditions extraordinaires. On avait un euro qui était extrêmement bas et un dollar qui était extrêmement haut. Voilà. L'USD4 doit-il logiquement continuer ce canal haussier en H4? Merci de la part de Bruno. Alors, alors moi, déjà en journalier, je vois qu'on est dans un scénario de consolidation. Un scénario de consolidation entre, allez, clairement 1,2570 et la moyenne mobile, voilà, à 50 jours, à environ 1,2470. Voilà, donc un range de 100 pips en H4. Regardez un petit peu cette moyenne mobile 50 périodes sur le graphique H4, elle est extraordinaire. Euh, alors, c'est vrai qu'on a un beau canal quand même sur du H4, il est assez propre. Euh, voilà, donc là on est en bas du canal, si on prend les prix de clôture, comme vous pouvez le voir, là j'ai pris les deux prix clôture, on a eu un rebond ici, rebond de la mèche, rebond presque ici, enfin la moyenne mobile à 50 jours, et là on a potentiellement un rebond qui va avoir lieu, ou alors s'il n'a pas lieu, il aura lieu un petit peu plus bas, à précisément 1,25. Voilà. Donc là on est quand même sur un niveau de support quand même important, on est à 1,2522 qui correspond à la moyenne mobile 50 à 50 périodes, la trendline et un niveau de support. Voilà, donc là on a un niveau de support quand même important, on a un potentiel baissier je dirais de 15 pips, mais si on descend de 15 pips, on aura une opportunité acheteuse. D'autant plus que le RSI, il est à 50. Donc là, à court terme, j'ai envie de dire que l'opportunité acheteuse est quand même assez intéressante. Pour viser quel niveau? Eh bien, pour viser cette résistance à 1,2556. Donc 30 pips au-dessus. Voilà, ça c'est du très court terme. Pour du très court terme, pourquoi pas viser un achat maintenant pour viser les 1,2556, voire même 1,26. Ça semble possible en tout cas. Maintenant, en intraday, on peut voir que le pétrole rebondit, ce qui soutient dans le fond de CAD, et à l'inverse, le DXY se replie, ce qui fait pression sur le cours. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'estime que l'USD4 peut s'acheter 10 ou 15 pips plus bas en intraday. Mais oui, en tout cas, les stratégies sont acheteuses sur les SD4 à court terme. Pour Bruno. Voilà. Voilà. On va terminer sur le pétrole. Alors, le pétrole qui est toujours dans ce triangle. Il en est sorti en fin de semaine dernière. Il rebondit depuis les 49 dollars environ, qui est un niveau de support indiqué. Si on a une cassure au-dessus de 50, si le cours clôture au-dessus de 50, ça sera un signal haussier direction 52. Voilà, moi je pense clairement que le cours va rester. Il devrait rester entre les 49 dollars et les 52. Voilà, il devrait, je pense, consolider dans ce range. Pourquoi? Eh bien parce que on a un pétrole de schiste américain qui augmente.
Mais par rapport à il y a 6 mois, on a une offre mondiale qui est attendue à la hausse, étant donné qu'on a une croissance mondiale qui a été revue à la hausse par le FMI et l'OCDE. Et on a le gel de la production de l'OPEP qui, dans le fond, quand même fait quand même pression sur l'offre. Donc on a quand même un état du marché du pétrole mieux que ce qu'on avait il y a 3 mois ou 6 mois. Ce qui justifie cette hausse. Et ce qui justifie le scénario probable d'une consolidation entre 52 et 49. Voilà. Donc moi, si je devais avoir une stratégie aujourd'hui, ça serait de plutôt payer la moyenne mobile à 200 jours qui coïncide avec les 49 dollars et prendre des bénéfices à 52. Voire même vendre à 52 étant donné qu'on a une oblique baissière qui n'a pas été dépassée depuis 2015 et tant qu'elle n'est pas dépassée, ça veut dire qu'elle est exploitable à la baisse. Et si elle est cassée, ça sera un signal haussier direction 55. Euh, et donc pour finir, on fait rapidement les marchés actions étant donné qu'on les a pas vraiment fait depuis l'ouverture des marchés. Alors on peut voir quand même on a une ouverture haussière dans le sillage des marchés, enfin dans la suite pardon des marchés actions asiatiques. L'Eurostoxx reprogresse depuis 3600 points. On peut voir que pareil, hein, le RSI qui était une résistance de momentum qui n'a pas été dépassée depuis le début des années 2000, on peut voir que le RSI a respiré. Alors moi personnellement, j'aimerais voir un RSI qui respire beaucoup plus, qui revient vers 50. Comme ça nous permettrait d'envisager une impulsion haussière quand même conséquente, parce que là, si on a une impulsion haussière, la résistance est quand même relativement proche. Donc oui, on aurait une nouvelle impulsion, peut-être qu'on aurait des nouveaux plus hauts mensuels, mais on s'approcherait rapidement sous des résistances de momentum. Voilà, donc l'Eurostoxx, journée haussière, grâce au rebond du pétrole, malgré la hausse de l'euro, et également grâce, alors, on regarde les rendements obligataires américains, rendement obligataire américain inchangé pour le moment. Bref, on a un appétit pour le risque ce matin. Le CAC, voilà, c'est haussier, il rebondit depuis les 5350. Pareil, RSI qui respire. Le DAX, après avoir regardé plus haut, le RSI respire également. Bon, concrètement, aujourd'hui, je pense qu'on devrait avoir une consolidation, peut-être une légère performance des indices, mais pas un momentum très très important comme ce qu'on avait en Asie, comme vous pouvez voir le Nikkei qui progresse de 0,60%. Voilà, je pense qu'on ne devrait pas avoir cette performance, à part peut-être sur l'IBEX. L'IBEX, je pense que le point bas a été fait sur les 10 000 et que c'est le moment de revenir dedans. C'est le moment de revenir dedans parce que voilà, le pic des tensions a été probablement atteint la semaine dernière. On peut voir que le leader catalan est quand même beaucoup plus enclin à négocier avec Madrid. En tout cas, les discours d'indépendance sont beaucoup plus mesurés que ce qu'on avait la semaine dernière. Et, donc on devrait plutôt avoir affaire à un scénario de négociation entre Madrid et la Catalogne plutôt qu'une indépendance. Après, bon, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà. Après, d'un point de vue logique, on voit quand même qu'il y a pas mal de sièges sociaux de grandes entreprises espagnoles et catalognes qui délocalisent leurs sièges en dehors de la région, en dehors de la Catalogne, ce qui dans le fond n'est pas bénéfique pour la Catalogne si elle devient indépendante. En plus de cela, si elle devient indépendante, elle sortirait normalement de la zone euro et de l'Union européenne. Et difficile à croire une Catalogne qui survivrait sans l'euro et sans l'Union européenne. En tout cas, à court terme, ça serait extrêmement violent le choc économique, parce qu'elle devrait réintégrer une monnaie, elle devrait négocier quand même ses, euh, ses les douanes avec les pays européens. Bref, ça serait quand même un choc d'un point de vue économique pour la Catalogne, même si elle représente 20% du PIB espagnol, etc. Le fait de sortir aussi violemment, ça serait un choc économique pour la région. Donc difficile à croire quand même, malgré la volonté des indépendantistes, difficile à croire que la Catalogne va devenir indépendante. Voilà. Après, c'est une option qui reste envisageable. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que ce n'est pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, l'IBEX a été
a été fait. Et je pense qu'une sous-performance est de nouveau à s'attendre sur la l'AEBEX. Parce que je vous rappelle, hein, l'AEBEX c'est quand même un indice qui a superformé les indices de la zone euro depuis le début de l'année. Les 6 premiers mois, l'indice qui était le plus haussier, c'était l'AEBEX, suivi par le MIB. Et ensuite le DAX, puis le CAC. Et enfin l'Eurostock 50. Voilà. Donc faut pas oublier quand même que l'AEBEX, depuis le début de l'année, il est quand même assez intéressant. Vous voyez que depuis le début de l'année, alors 2017, tac. On est le lundi 2 janvier, voilà. Lundi 2 janvier, ouverture, quand même plus 9% pour l'IBEX avec un plus haut à plus 20%. Il superformait même le Nasdaq, cet IBEX. Donc voilà. Et depuis, on a eu la pression de l'euro, suivi par la pression Catalogne. Maintenant, si on n'a plus de pression Catalogne, en tout cas, on n'a plus de pression vraiment de l'euro qui retrace, hein, comme on le sait. On n'a plus vraiment de pression de l'euro. Si on compare à court terme, regardez, ça va être intéressant de comparer l'IBEX. Tac, tac, alors. Alors, on va comparer l'IBEX avec le DAX, le CAC 40. Mince. Voilà, donc l'IBEX qui est en vert jaune. Donc là, c'est depuis le début de l'année. D'accord? Donc l'IBEX, clairement, sous-performe dorénavant les indices. Et on peut voir que depuis le redémarrage des indices de la zone euro, c'est la pression Catalogne qui affecte l'IBEX. Donc dès qu'on aura plus cette pression Catalogne, on pourrait avoir cette nouvelle sous-performance, ce rattrapage de l'ordre d'environ 5%. 5% si on regarde sur un mois. Voilà. Si on regarde sur un mois, clairement, on a une sous-performance. D'un point de vue historique, on sait qu'il y a une corrélation qui est totalement positive entre tous les indices de la zone euro. On voit 5 ans, 1 an, on a une corrélation qui est positive. Là, on peut voir qu'on a un spread qui commence à s'écarter. Qu'est-ce que c'est un spread? Eh bien, c'est un écart, comme vous avez l'habitude. Tac. Regardez ce spread qui augmente. Ce spread qui augmente, ça veut dire que là, on a une surperformance de l'Eurostoxx. Enfin, non, pardon. Là, on n'a pas, c'est pas une surperformance que nous avons, c'est un spread qui augmente. C'est un écart entre l'IBEX et l'Eurostoxx. Et on peut voir que depuis le début de l'année, le spread diminuait. Parce que l'IBEX rattrapait l'Eurostoxx, pardon. Et en force relative, voilà. Force relative, depuis le début de l'année, on avait clairement une surperformance de l'IBEX. Et depuis le début août, c'est l'Eurostoxx qui superforme. Ouais, donc on a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent que l'IBEX étant clairement en sous-performance face aux autres indices de la zone euro. Donc dès que cette tension géopolitique entre la Catalogne et Madrid, eh bien dès que cette tension sera évacuée, effacée, on aura un très fort momentum haussier sur l'IBEX et probablement sur tous les autres indices de la zone euro. Voilà. Et l'IBEX en particulier qui rattrapera la performance des indices de la zone euro. Tout le retard qu'elle prendra pendant cette crise sera, à mon avis, rattrapé, pendant les prochains mois. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce graphique qui voilà, regardez sur 3 mois, on avait une corrélation totalement positive et paf, depuis août, on a cette pression Catalogne qui vient faire pression et qui pénalise, qui immobilise l'IBEX, alors que les autres voisins, on regarde même le MIB, hein. Regardez le MIB. Alors, où est-ce qu'il est le MIB? Voilà, FTSE MIB. Voilà, vous voyez que même le MIB, hein, le MIB il est clairement, il superforme dorénavant. Depuis le début de l'année, c'est l'indice qu'il fallait payer, alors que vous pouvez voir qu'il suivait ceux de la zone euro. Et depuis, bah, c'est un des pays qui superforme la zone euro. Bref, pour résumer, l'IBEX, certes, il y a une sous-performance actuellement,
mais à long terme, j'estime que l'Ibex va de nouveau superformer avec potentiel haussier de l'ordre de peut-être 8% en quelques mois. Voilà. Écoutez, moi j'en ai fini. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve demain, même heure, même salle de training pour le prochain point de marché. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur le site dailyfx.fr et sur Twitter pour davantage d'actualités. Merci à vous pour votre attention et excellente journée.